Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley, on revient donc sur la personnalité, ou bien on revient sur... On va dire la personnalité de Franck Emmanuel Isozen Gondé, notamment en parlant un tout petit peu de son parcours, parce que c'est important aujourd'hui, souvent on parlait tout à l'heure d'histoire, c'est important de situer les jeunes, parce que vous savez que le commun des Gabonais dans son imaginaire a toujours l'impression que lorsqu'on arrive à de hautes fonctions, parfois on n'a aucun mérite, parfois on n'a pas un background qui vous permette réellement d'arriver à assumer un certain nombre de charges. Et on voit souvent comment un certain nombre de hauts cadres de la République sont souvent malmenés, aussi bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'avant dans nos bistrots, dans nos maisons, donc dans nos salons. Il faudrait que lorsqu'on a une personnalité de la carrière d'Emmanuel Isozen Gondé, qu'on soit en mesure de pouvoir lui rendre hommage, parce que c'est du ressort aussi bien de l'État, mais également des Gabonais de façon générale, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il aurait démérité sa dernière fonction en tant que Premier ministre, parce que c'est quand même quelqu'un qui représente aujourd'hui une certaine minorité au niveau du Gabon, parce que quand on fait il est de la communauté Kota. Faut pas mâcher les mots. De Makoko. Voilà, notamment originaire de Makoko. Et vous savez que depuis pratiquement, on va dire, à l'arrivée de Marbongo au pouvoir, il y a eu comme une loi tacite qui a été instaurée au Gabon, qui avait pour ambition de faire en sorte que les seuls qui sont en mesure de pouvoir briguer le fauteuil, du moins de bénéficier d'une nomination en qualité de Premier ministre, c'était la communauté Fan. Et on s'est retrouvé dans une situation où... Nzebi n'a jamais été Premier ministre. Non, je sais pas, comment il s'appelait le Premier ministre Léomba. Est-ce qu'il était Nzebi? Je crois pas. Nzebi n'a jamais été Premier ministre. Il était pour nous. Il s'appelait comme Pierre-Marie. C'était Pierre-Marie. Oui, il s'appelait... Son nom reviendra. Bon, je serai le Premier ministre, le premier ministre Nzebi. Ils t'écoutent. Paul-Marie Yembi, voilà. Il était Nzebi. C'est la question que je me pose, mais je crois qu'il était beaucoup plus Paul-Marie Yembi. Mais non. Le gars là, c'était un cas social. Voilà. En dehors de lui, je n'ai pas souvenance qu'il y a eu quelqu'un qui soit d'une communauté différente de la communauté Fan. Voilà, et qui soit arrivé à ce poste-là. Donc, depuis pratiquement 1965, on a eu comme Premier ministre des Fonds, et lorsque le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, arrive au pouvoir, il met en place une nouvelle mécanique qui va faire en sorte qu'après avoir remercié Paul Biyoremba, il va décider de sortir déjà le gouvernement de la province de l'Estuaire, en amenant au long terme. On a vu notamment Raymond Donsima, le professeur Daniel Onando occuper le fauteuil de la primature, et ensuite on a eu le Premier ministre Isozen Gondé, donc notamment originaire de Makoko, et c'est quand même à ce moment-là il a incarné la plus haute enfin il a été le quota entre griffes, hein, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on traitait tout à l'heure. De sa communauté, il est quand même arrivé à un rang suffisamment élevé. Il y avait... Quand tu as dit que c'est le plus intelligent des quotas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est le premier quota à arriver au poste de Premier ministre. Et je crois, en termes de renommée, c'est le second quota après Norbert Zotumba. Voilà, donc et c'est quelque chose quand même qu'il faut saluer, même si derrière là je parle de géopolitique réellement, ça me gêne, parce que au niveau quand on est dans une nation, dans un état, ça devrait pas être ce genre de considération qui devrait rythmer la vie publique, mais n'empêche que lui-même dans l'interview qu'on a diffusée, il a parlé, on lui avait posé une question sur la géopolitique. Je pense qu'il avait répondu. Voilà, donc aujourd'hui, c'est qu'il y a une réalité qui fait que même le fait d'en parler, la géopolitique telle qu'elle est pratiquée au Gabon, c'est une richesse. C'est une richesse parce que même aux États-Unis,
tout le monde a dit Obama, premier président noir des États-Unis. Aujourd'hui, les gens recherchent qui a été le premier maire de Paris. Il y a déjà eu un maire noir à Paris et tout ça. Premier grand philosophe de l'Église, Saint-Augustin, un Africain. Donc dire aujourd'hui qu'il était le premier quota à accéder au poste de premier ministre, ce n'est pas une tare, c'est beaucoup plus une capacité. C'est l'histoire, tu retraces les faits. C'est l'histoire. J'ai dit même les frères, tu retraces les faits. Non, je suis en train de... On va pas t'accuser que tu as mal parlé. Non, je suis... Tu as peur de parler. Depuis là, tu es en train de mâcher des mots. Hein, non, je ne mâche pas les mots. Je suis en train d'expliquer pour que les gens... Il est quota, il était premier ministre. Ce sont des situations sensibles parfois dans notre pays. Mais c'est pas toi qui as provoqué ça. Toi, tu es un historien à la base. Voilà. Tu retraces les faits. Très bien. Maintenant, la personne qui n'est pas d'accord, il va voir le responsable de cette stratégie politique instaurée dans notre pays depuis l'indépendance. Voilà, donc dès cet instant, il a occupé cette fonction de pratiquement 2016, septembre 2016 à janvier 2019. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir que c'est quelqu'un qui a quand même eu un parcours assez élogieux depuis pratiquement 1988. Il a fait 22 ans de diplomatie parce que c'est sa formation initiale. Il a eu une maîtrise en droit public et en sciences politiques. Ensuite, il a été recruté, il a fait le concours de l'ENA, à l'école nationale d'administration, où il est sorti conseiller des affaires étrangères et option diplomatie. Et pratiquement depuis 1988, il a occupé des postes de chargé d'études, premier conseiller d'ambassade, notamment dans des pays comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, puis il a eu une récompense, notamment lorsqu'on l'a choisi comme directeur Europe au ministère des Affaires étrangères de 1998 à 2000. Puis il a eu également à représenter le Gabon au niveau de l'ONU, donc représentant permanent du Gabon auprès des Nations Unies à New York de 2008 à 2009, puis de 2009 à 2010 avant d'être nommé ministre de l'énergie, des ressources hydrauliques et des nouvelles énergies. Puis en juin 2009, il a été nommé ministre des relations avec le Parlement et les institutions constitutionnelles. En janvier 2011, il a été nommé ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique chargé de la réforme de l'État. En février 2012, il a été nommé ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de l'intégration régionale. Et c'est surtout à cette fonction qu'on a commencé à savoir qui il était, parce que quand on est en diplomatie, on est moins connu des populations parce que vous êtes à l'étranger, mais lorsque vous commencez maintenant à occuper un poste, donc à partir de sa nomination au ministère des Affaires étrangères, il a pris du volume sur le plan politique. Et cela a permis à ce qu'il soit quand même un acteur majeur, notamment lorsqu'il était question de pouvoir discuter avec les organismes, les partenaires bilatéraux, notamment avec la situation d'instabilité qui est née de l'élection de 2009. On a vu comment il s'est déployé sur le plan diplomatique à Addis Abeba ou avec l'Union européenne pour travailler notamment sur l'instruction du président de la République et du Premier ministre de l'époque. Et par la suite, il a quand même été aussi quelqu'un qui s'est engagé localement, notamment parce qu'il a été élu député du premier siège de la commune de Makoko. C'est au poste qu'il a mandat depuis 2009, donc jusqu'à sa mort, il était député de Makoko. Et en septembre, notamment le 11 septembre 2016, il a été nommé Premier ministre chef du gouvernement. Nous, c'est cette période-là qui nous intéresse parce que 2016, on sort d'une élection quand même très marquée, qui a profondément marqué la vie nationale et qui était une élection qui a failli entraîner le pays dans un chaos. On a eu pratiquement une semaine de manifestations dans le pays, sinon 2 semaines, et puis des périodes de... Pratiquement, on est entré en situation de guérilla urbaine parce que j'ai envie de dire, puisque les forces de l'ordre intervenaient dans tout Libreville, on a eu la coupure d'Internet, on a eu un certain nombre de choses. Il y a eu des pénuries enregistrées à Libreville, notamment en ce qui concerne l'alimentation et consommation. C'était le pain qui manquait, le pain.
Si le pain manque, ça veut dire que les magasins aussi sont fermés, et les marchés ne sont pas ouverts parce qu'il y avait une situation d'insécurité. Donc dès cet instant, il fallait quand même avoir quelqu'un qui soit capable de pouvoir convaincre le grand nombre de Gabonais à reprendre du moins la discussion, parce qu'il y avait une rupture pratiquement de l'élection en septembre 2011. Il y avait une 2016, pardon, il y avait une difficulté pour les partis de pouvoir se retrouver. La nomination d'Issoze Ngondé a été quand même un moment particulier parce qu'enfin diplomate et connaissant la vie publique nationale, il s'est quand même engagé, il s'est déployé sur le terrain avec l'appui évidemment du chef de l'État pour pouvoir convaincre les partis de revenir à la réconciliation. Et le grand fait d'armes qu'on peut enregistrer quand même durant sa période à la primature, c'est l'organisation du dialogue politique d'Angondé. Tout le monde se rappellera de ce grand dialogue, cette grande messe politique de notre pays qui a permis à ce qu'il y ait des discussions entre la majorité et l'opposition, notamment au mois de juillet 2017. Ça sous-entend qu'il y a eu un travail qui a été fait et on a vu comment, au sortir de là, il y a eu la création, la mise en place d'un gouvernement d'ouverture dans lequel on a d'ailleurs enregistré l'entrée de Bruno Ben Moubamba qui a chaleureusement salué la mémoire d'Issoze Ngondé. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé pour qu'on puisse avoir aujourd'hui la lecture qu'on a de l'actualité politique, notamment en rapport avec la situation actuelle du pays. Vous savez que depuis 2016, on vit un clivage, mais à un moment donné, il fallait bien qu'au départ, on arrive à réunir les forces vives de la nation. On a vu comment il y avait toute une émulation derrière. C'était un forum pratiquement qui a réuni aussi bien les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et même des organisations internationales pour pouvoir ramener l'accalmie, pour pouvoir apaiser le climat politique. Et d'ailleurs, c'est ce que, par exemple, Bruno Ben Moubamba rappelle souvent qu'il s'est sacrifié pour l'apaisement de la vie politique au Gabon. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il est décédé. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il serait décédé d'une crise d'asthme, pardon, donc une crise d'asthme sévère. Maintenant, après, comment? Vous avez ramené le mot là. Quel mot? Sévère. Ok, une sévère crise d'asthme. C'est la même chose. D'accord, il en est mort. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le mois dernier, on nous annonçait qu'il y avait des supputations entre ceux qui disaient qu'il aurait contracté le Covid-19 et d'autres qui disaient qu'il était victime d'un AVC. Et très vite, le député de la Lopé, notamment M. Mamiaka, a vite fait de rappeler, Guy Mexan Mamiaka, de rappeler, du moins d'intervenir pour dire qu'il n'en était rien en ce qui concerne le Covid ou encore de l'AVC, c'était une crise d'asthme et que finalement le Premier ministre, l'ancien Premier ministre avait eu la possibilité de recouvrer avait un retour à la normale en ce qui concerne sa vie. On a vu des publications également du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères qui était un proche d'Emmanuel Issoze Ngondé. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, les hommages qui sont rendus par l'État, parce que ceux qui ont eu à regarder le journal d'hier peuvent constater qu'il y a eu une communication du gouvernement, du moins la télé hier, le gouvernement a fait une communication dans laquelle il est stipulé qu'il y aura quand même des hommages qui seront rendus à Franck Emmanuel Issoze Ngondé, non seulement en qualité d'ancien Premier ministre, mais également parce qu'il était parlementaire. Donc ça sous-entend que derrière, il y a eu aussi, on salue la valeur de l'homme. D'ailleurs, le chef de l'État, dans sa communication sur son compte Facebook, dit d'Issoze Ngondé qu'il était un grand serviteur de l'État qui avait chevillé au corps le sens de l'intérêt général. Et cet intérêt général, c'est que nous ne pourrons que célébrer, parce que s'il n'y avait pas eu le dialogue politique d'Angondé sous sa conduite, notamment sous l'institution d'Ali Bongo Ondimba, eh bien, on ne serait peut-être pas aujourd'hui en train de vivre l'apaisement qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la sphère politique nationale, parce qu'il y avait vraiment une radicalisation du discours politique. Peut-être qu'on serait arrivé à autre chose. On avait l'impression que d'un jour à l'autre, la corde pouvait se casser ou que quelque chose pourrait arriver au pays. Et finalement, les acteurs ont fait, chacun a mis un peu de l'eau dans son vin pour pouvoir se retrouver. Et ils ont non seulement décidé de la mise en place d'une nouvelle constitution, ils ont mis en place un certain nombre de mesures qui aujourd'hui, on a vu par exemple la fin, du moins la suppression du CNC en tant qu'organe constitutionnel pour devenir finalement une haute
autorité de la communication. On a vu comment on a ramené le scrutin à 2 tours au niveau des élections locales et des législatives. On a le toilettage de la vie politique nationale, on a renforcé les pouvoirs d'un certain nombre de fonctions. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, il y a quand même, il a fait un travail de fond, et ce travail de fond doit encore une fois nous amener à comprendre également qu'il y a souvent des gens qui sont engagés auprès de l'État pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait une respiration en ce qui concerne la population, mais il y a également il y a une certaine loyauté que certains affichent, et notamment lorsqu'on essaie de voir la période qui a concerné la nomination d'un nouveau gouvernement en janvier 2019. Tout le monde sait ce qui s'est passé, du moins ceux qui ont eu la possibilité de suivre cette actualité ont vu que Issoze Ngonde, malgré tout ce qui s'en est suivi, notamment lié à la maladie du chef de l'État dont il a été quand même au cœur, il y avait Issoze Ngonde, l'ancien vice-président de la République, et madame la présidente de la Cour constitutionnelle, et toutes ces 3 personnalités ont été quand même au cœur de la gestion de l'État au moment où le chef d'État s'est retrouvé en situation difficile, notamment après son accident vasculo-cérébral. Cela a fait qu'à un moment donné, il y a eu des suspicions, il y a eu des choses qui ont été dites, et ça a conduit à ce qu'on ait un remplacement du gouvernement. Mais ce remplacement du gouvernement ne s'est pas fait quand même dans une logique qui aurait voulu que on reconnaisse quand même à l'intéressé sa loyauté, parce qu'à un moment donné, on a cru qu'on cherchait même pratiquement à le mettre de côté, à l'humilier, parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui était Premier ministre de la République, il est élu de la commune de Makokou, et vous le nommez médiateur de la République. Alors que c'est incompatible. Alors que les fonctions sont incompatibles. À ce moment-là, qui a imaginé un stratagème comme ça? Il faut interroger les acteurs de l'époque. Les gars, ils ne regardent pas les lois avant de prendre des décisions. Ça en a tout l'air. Ils font les choses comme Garcin, ils improvisent. On le rappe. les go trip. Donc, dès cet instant, on a vu comment, malgré du moins le discours qui était mis aux avant-postes, beaucoup le donnaient même démissionnaire du PDG, il est resté serein, avec beaucoup d'humilité. Il a préféré aller du moins il a choisi de garder son siège, donc en allant à l'Assemblée nationale, et cela a peut-être contribué à ce que depuis cette sortie, il n'a jamais fait de discours, il ne s'est jamais prononcé, il n'a jamais été vu dans des débats où il fallait qu'il étale peut-être sa frustration comme le font certains. On voit par exemple Moubamba qui ne cesse de cracher son venin, mais il est resté serein, il est resté logique, cohérent, et je crois que Moubamba était dans son gouvernement, non? Oui, c'était son vice-premier ministre. Ils l'ont viré. il a viré à la suite d'un certain nombre de rappels à l'ordre et d'attitudes, évidemment, il n'y avait pas d'autre choix. Ils ont choisi de le mettre de côté. Et d'ailleurs, Moubamba leur en a voulu, notamment lui en tant que Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères actuellement, sans qu'il y ait peut-être apporté, parce que pour lui, pour lui, c'était les deux qui auraient pu manigancer pour qu'il sorte du gouvernement. Mais ce qui se passe, c'est que la période de janvier 2019 a été quand même un moment crucial pour sa vie, parce qu'à un moment donné, on se disait qu'avec tout ce qu'il a vécu, notamment en rapport avec la maladie du chef de l'État, il pourrait être maintenu au poste de Premier ministre, mais ça n'a pas été le cas. Le choix a été porté sur Julien Corbet-Kalin, et beaucoup s'attendaient à ce qu'il ait une réaction qui entraînerait, qui ferait effet boule de neige, qu'il partirait par exemple du Parti démocratique gabonais avec fracas, mais il est resté cohérent avec lui-même, son engagement, et je crois que c'est peut-être dans la logique que décrivait récemment par exemple Ali Akbar Onanga, lorsqu'il disait que beaucoup de personnes aujourd'hui brillent en disant que ce sont certaines personnes qui avaient des positions dominantes dans l'appareil de décision de l'État, qui les amenaient à commettre ou à prendre un certain nombre de postures, alors qu'en réalité tous étaient libres. Et je crois que Issoze Ngonde a joui de sa liberté pour rester fidèle au chef de l'État, pour rester plus ou moins cohérent avec son engagement auprès de ces derniers, afin qu'on ne puisse pas déceler une once. Qu'est-ce que tu retiens
Personnellement, là, tu es dans la philosophie, tu es dans la littérature. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de lui en tant que chroniqueur politique lorsque tu l'as reçu dans ton émission, dans ta chronique? L'humilité. Urban Mosley. Ouais. L'humilité. L'humilité, beaucoup d'humilité et beaucoup de pondération. Ouais. Parce que moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je crois que le peu de temps qu'on a eu pour l'interview et Le peu lorsqu'on... de temps qu'il a passé ici aussi. Voilà, et la discussion qu'on a eue à Nof, on sent que c'est quelqu'un qui avait une expérience à revendre, qui n'était pas pressé. D'ailleurs, il suffit de voir sa carrière, 22 ans dans la diplomatie. Ce n'est qu'au bout de 22 ans qu'il a pu bénéficier des premières récompenses politiques, notamment par les nominations. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'était pas pressé. Et la pondération, parce que il avait les mots justes. Et ceux qui ont pu écouter l'interview que vous avez diffusée hier, on constate, certains nous ont fait le reproche, mais vous ne l'avez pas suffisamment acculé, et il n'a pas dit un certain nombre de choses, il a manqué à son devoir de communiquer, du moins de donner des informations justes, claires et précises aux populations. Non, je crois que la fonction du Premier ministre n'est pas une fonction de buzzmatique. C'est pas chercher à forcément plaire coûte que coûte, parce qu'on a une mission, on a un mandat, et ça donne aussi droit à la réserve. À la réserve, parce qu'on est tenu par un certain nombre d'engagements vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du chef de l'État et vis-à-vis des populations. Donc on ne peut pas se donner à tout va lors d'une interview, et il y a un certain nombre de choses qui sont du ressort de la discrétion d'un Premier ministre, et je crois qu'il avait cette capacité à pouvoir dire des choses, mais à demi-mot, ou encore avec des mots qui étaient, du moins on va dire, à la portée de tout le monde. Et c'est vraiment cette pondération, cette humilité que je retiens de l'homme, parce que déjà le fait que ça soit, c'est inédit, mais beaucoup de personnes ne l'ont pas souligné. C'était la première fois qu'un Premier ministre en fonction accordait une interview dans les locaux d'une chaîne de radio, d'un média, en plus une chaîne de radio privée au Gabon, en fonction. Ça ne s'est jamais fait, et jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas encore reproduit. Ça sous-entend que c'était quelqu'un qui avait une certaine lecture de notre environnement, qui avait une certaine connaissance des pôles aujourd'hui d'intérêt des populations, aussi bien des jeunes, parce que aujourd'hui, ça Gina le répète souvent, en termes d'audimat, quand même, on a quand même une place plus ou moins acceptable au niveau local. Donc ce qui sous-entend qu'il avait aussi ces informations-là, et il savait, en venant ici, qu'il aurait un auditoire qui l'écouterait et qui suivrait peut-être cette communication. Donc c'est quelqu'un qui était très prévenant, qui avait une lecture suffisamment aiguisée de l'environnement politique, et qui était doublé de on va dire, d'une maîtrise même du dialogue, parce que aller convaincre des opposants qui se présentaient comme des opposants radicaux, ce n'est pas une petite affaire, parce que quand vous allez voir des gens qui sont aujourd'hui dans la galaxie de René Demezor, par exemple, et Yogo, pour le convaincre de participer à un dialogue politique, alors qu'il a quand même des fonctions au sein de l'Union nationale, et il se décide à aller se présenter au dialogue politique de son propre chef, ça veut dire que vous avez quand même réussi à lui présenter quelque chose de viable. Vous avez des gens comme Jean-Pierre Rougou, des gens comme Thierry d'Argendieu Combila, vous avez Moubamba à l'époque, jouissait quand même d'un certain aura auprès de la population. Donc il y avait derrière quand même un besoin de faire montre de diplomatie, et même il y a d'autres, au-delà de ceux que je cite. Il y a par exemple le colonel Makita Nyembo, qu'on avait également reçu ici, qui était un proche pur dur de Jean Ping. Donc dès cet instant, si vous arrivez à convaincre ces personnes-là à venir assister au dialogue politique, ça sous-entend que quand même derrière, vous avez une certaine expérience, une certaine lecture de la vie politique nationale, et vous savez plus ou moins mettre en confiance ceux qui sont supposés être vos adversaires, sinon des compatriotes, vous savez les rassurer. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait lui reconnaître, parce qu'il a quand même été
un acteur majeur du dialogue politique national. Merci Mosley qui revenait donc sur la vie de Franck Emmanuel Issozen Ngondé, donc le Premier ministre de 2017 à 2019. De 2016 à 2019. De 2016 à 2019 qui a disparu donc le 11 juin 2020 à Libreville au Gabon. C'est marrant. La date du 11 lui colle pratiquement à la cheville. Vous savez, le 11 septembre 2015, il est nommé ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie et de l'intégration régionale. Le 11 septembre 2016, il est nommé Premier ministre chef du gouvernement. Le 11 janvier 2019, il quitte la primature. Et là, il meurt le 11 juin. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h pour le réveil matinal au Pilote de la Capitale sur la radio. La Pilote de la Capitale, René Ruth avec nous ce matin. Oui, China. Je peux faire une dédicace très spéciale, c'est pas Dédicace au Grand J ce matin parce que René Ruth, bonjour. bonjour. Start Fresh Morning.